Alors, ce que je vais vous dire ici maintenant, c'est, disons, des réflexions que je fais à partir de ce que j'ai vu concrètement dans des débats, dans des initiatives qui sont en train de se mettre en place un peu partout dans le monde. Ce sont des initiatives qui sont souvent micro, parfois elles arrivent à avoir un aspect plus macro, mais qui montrent que finalement on a beaucoup changé depuis les années 70 dans la réflexion sur la concentration, sur le rapport du média avec la domination économique, la domination politique, etc. Bon, mais pour expliquer ce que je vais dire, je vais me situer aussi. Moi, je crois, le diagnostic que j'ai sur ce qui est en train de se passer, la crise financière, etc., moi, je crois personnellement que ce n'est pas une crise, beaucoup le croient aussi, que ce n'est pas une crise passagère, c'est une crise structurelle, et je ne crois pas que ça va prendre seulement 2-3 ans. Je crois que nous sommes entrés dans une période historique où le système capitaliste comme système n'arrive plus à se reconstituer pour faire système. Et je crois que nous allons vivre des années, ça c'est l'utopiste qui parle. Et je crois que c'est très important aujourd'hui. C'est aujourd'hui important. Nous allons vivre des années où tout est possible. C'est-à-dire qu'on va retrouver des utopies qui ont déjà avancé des questions sur la nécessité d'accompagner la régulation par l'État du bras de la participation de la société civile, des organisations. C'est une question qui a été discutée à la première internationale à la fin des années 1870. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des tas d'idées qui reviennent. Pourquoi? Parce que finalement, le système ne peut pas se reconstituer et finalement s'abrite derrière, oui, plus d'État. Mais plus d'État, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut strictement rien dire du tout. Ça veut dire qu'on déplace de quelques années la vraie crise. Parce que la crise, vous ne pouvez c'est ça la leçon de la crise aujourd'hui, la crise ne peut se résoudre que si réellement il y a un saut dans l'association des citoyens aux problèmes de la société. C'est un problème clé, celui-là. Et c'est ce que, évidemment, ceux qui réclament les nationalisations, etc., ne veulent pas entendre parler. Alors, comme je ne veux pas prendre trop de temps, je vais essayer de synthétiser ce que finalement je retire de ces débats sur finalement le rôle des médias dans la société. Alors, je crois qu'il me semble qu'il y a deux principes qui sont en train d'avancer dans la réflexion. Deux principes, parce que je crois que s'il y a une nouveauté par rapport aux années 70, c'est qu'il y a d'autres acteurs sociaux, culturels, politiques qui ont émergé. Et je crois réellement à cela, parce que je crois la faiblesse des années 70, c'est que dans les débats sur les médias et la communication, c'est qu'il n'y avait pas en fait ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des mouvements sociaux, des réseaux sociaux qui proposaient, disons, des possibilités d'alternatives. Ce qui est nouveau, c'est la multiplication des acteurs sociopolitiques. Et je crois que c'est important. Et disons, ce que je vous dis ici, c'est à partir finalement des débats à l'intérieur de tous ces groupes. Il y a un terme qui en français ne peut pas se traduire, mais qui est en Espagne, qui a été créé par les Espagnols et les Latino-Américains, qu'ils soient brésiliens ou hispaniques, espagnols, ils disent il y a nous entrons dans une nouvelle ère, c'est que la notion, tout ce qui regarde à la communication devient un problème de ciudadanisation. Nous sommes en train d'entrer dans une période où il est nécessaire de poser la communication dans son rapport aux citoyens. La ciudadanisation. La ciudadanisation des problèmes de communication.
C'est intéressant parce que c'est un concept qui est né à l'intérieur de leur propre lutte contre le monopole Televisa au Brésil, au Mexique, ou Globo au Brésil. Alors, pour résumer, je crois qu'il y a d'abord un premier principe qui est en train d'avancer. C'est un concept qui est apparu dans les années 70 et qu'on a vite oublié. C'est la question du droit à la communication. Le droit à la communication comme nouveau droit humain. Comme nouveau droit humain. C'est-à-dire, contrairement à la conception restrictive qui réduit la diversité à celle de l'offre supposée autorégulée par le marché, on postule qu'il ne peut y avoir de diversité sans diversité des protagonistes, des sources de création et des contenus du savoir, ainsi que des expressions culturelles et médiatiques. Je crois que c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a, disons, je crois que ce qui est intéressant, d'ailleurs parmi les juristes, c'est la nouvelle réflexion sur qu'est-ce que sont les droits humains. Les droits humains. Les droits humains comme, disons, comme des droits qui créent les conditions pour que puissent se déployer les potentialités humaines. C'est-à-dire que chacun récupère sa dignité et puisse exprimer sa dignité. Je crois que le travail des juristes en droit public international en matière de communication est très important. Est très important parce qu'il y a toute une réflexion sur le droit à la communication comme un droit humain. Comme un droit humain, c'est un droit qui finalement fait partie de la définition de votre dignité. Ça, c'est un premier principe. Et le second principe, c'est celui qui aujourd'hui est au centre de la réflexion sur le contrôle du système financier. C'est-à-dire la question de la philosophie des biens publics communs. Il y a des domaines comme l'eau, comme la finance, les circuits de l'argent, comme la communication, comme la culture, qui doivent échapper aux logiques marchandes. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, cette utopie, ce qui paraissait utopique il y a à peine encore 2 ans, revient en force lorsqu'on parle de la nécessité, finalement, d'un contrôle public du système financier. C'est-à-dire parce que ce sont des biens publics communs. C'est-à-dire que la crise dans un système comme ça met en danger les citoyens et de larges secteurs de la population. Je crois que c'est très important, disons, cette réflexion qui, selon moi, est encore embryonnaire sur la philosophie des biens publics communs, qui a commencé d'ailleurs de façon très micro, à partir du software libre, mais qui aussi fait partie de l'héritage de la réflexion, sur le service public. L'idée de service public. Qu'est-ce que c'est le service public? Qu'est-ce que c'est que le service public? Disons, qu'est-ce que c'est qu'un bien public? C'est-à-dire un bien qui concerne l'ensemble de la population, et pas simplement ceux qui finalement sont assis derrière leur bureau dans une banque ou dans un circuit financier.